Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Avoir choisi le nom d'une poétesse antique ne vous a pas empêché de jouer en permanence la carte de la modernité. Vous n'avez jamais cessé de vous battre envers et parfois contre tous. Bonjour Sappho. Bonjour Jacques. Eh bien, on vous retrouve avec bonheur parce que vous faites tellement de choses dans tous les sens que faut vous attraper, c'est pas simple. On parlera tout à l'heure de ce live qui est sorti de ce concert au New Morning, mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 26 décembre 1973. Écoutez. Comment je m'habille? Non, c'est vrai. Tous les matins. Ah, c'était chiant. Tous les matins. Comment je m'habille? Ça, c'est fou. Alors là, c'est Bergamote, au Petit Conservatoire de la chanson, et vous avez l'accent québécois. Alors, en fait, c'est un pari que j'avais fait, mais moi, j'étais pas du tout chanteuse, j'étais comédienne. Et je suis tombée sur Christiani au téléphone comme ça, enfin, je vous passe les détails. Et il me chante une chanson, et je dis, mais c'est très joli, je suis chanteur, me dit-il. Et puis, je me mets à lui dire, à lui parler avec l'accent québécois, j'adorais cet accent-là, maudit, je parlais comme ça, là, je disais, etc. Il me dit, oh, j'adore, je reviens du Québec et tout, viens me voir, viens me voir. Je vais chez lui, il était caché derrière un drap avec des petits trous. Moi, j'étais avec 4 grosses filles qui étaient avec moi ce jour-là. Le drap tremblait un peu, puis après, il descend le drap, il me voit. Et on parle, tout ça, puis il me dit, écoute, je fais un pari avec toi que tu fais passer pour une Québécoise, c'est Mireille. Je lui dis, bon, bah d'accord. Et donc là, on arrive et Mireille me dit « Oui, bonjour, vous venez d'où ?» Je viens du Québec, je voudrais chanter. Mon père voulait que je chante, alors je suis en France aussi. Elle me dit « Bon, et qu'est-ce que vous faisiez ?» J'étais professeur de français. Enfin, mon père me dit je dis à mon père, je veux chanter. Il me dit, un conseil, ma petite, si tu veux pas perdre de faim, peinture. Tu as intérêt de demeurer professeur de français. Elle me dit 2 français. Je lui dis, oui, madame. Et qu'est-ce que vous allez nous chanter aujourd'hui? Une chanson joyeuse, Gilles Vigneault, tout le monde est malheureux. Et alors, je chante cette chanson très mal. Et je me dis, elle va pas me prendre. Et manque de bol, je la fais marrer, elle me prend. Et pourquoi Bergamote? Alors, parce que je bois que du thé à la bergamote et que il fallait que je trouve un pseudo, parce que, surtout avec cet accent, avec cette espèce d'imposture totale. Et voilà, et au bout de 15 jours, elle dit j'en peux plus, quoi, parce que j'en peux plus d'être québécoise. Et je dis à Christiani, il faut lui dire. Christiani, lui, la voix aux ondes et lui dit écoutez, Mireille, il faut que je vous dise un truc. La Canadienne, la Québécoise, elle n'a jamais mis les pieds au Québec. Ah bon? Ah bon? Elle m'a bien dit qu'elle revienne, mais qu'elle reste canadienne. Voilà. Et Hervé Christiani, lui aussi, a eu ensuite du succès avec cette chanson. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Une chanson qui est célèbre, et il nous manque d'ailleurs, il est mort trop jeune. Il y a une anecdote extraordinaire. Un jour, son neveu a un commentaire de texte à faire sur « Il est libre, Max ». Donc, il l'écrit avec Christiani. Il a eu 4 sur 20 en disant « N'a rien compris à l'auteur de ce texte ». C'est extraordinaire. Ah oui, étonne pas. Alors, finalement, au départ, vous hésitiez entre la chanson et le théâtre. C'est-à-dire que vous avez suivi des cours d'Antoine Vitesse, quand même. Oui, en fait, bon, alors ça recommence. Tout commence par l'écriture pour moi. C'est-à-dire quand j'avais 12 ans, j'avais envoyé des poèmes à Radio Maroc, des poèmes que j'avais faits. On m'a dit viens les dire. Et comme j'étais très gênée de les dire, j'ai lu la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de La Fontaine, et on m'a engagée comme petite comédienne. Et c'est comme ça qu'en fait, être comédien, c'était plus une paresse, quoi. Mais l'idée, c'était d'écrire. J'ai toujours eu envie d'écrire, en fait. Et ça depuis vos jeunes années au Maroc, puisque vous êtes né au Maroc. Voilà, à Marrakech, et j'ai vécu à Rabat aussi, et c'était là, voilà. Et il y a la place Jemal Fna. Oui, qui vous a vraiment beaucoup marqué. Ah oui, parce que c'était une place où il y avait toutes les musiques du Maroc, il y avait des gnawa, des tambours, et j'entendais ça, et je pense que même mon désir de faire du rock, c'était de faire du tambour, en fait, comme les gnawa, comme les Africains. Mais c'est pas le même type de rythme. Mais sur cette place, bon, il y a les commerçants qu'on connaît, mais il y a eu aussi des charmeurs de serpents. Oui. Et puis il y a même eu un dentiste ambulant qui proposait des molaires. Absolument, qui arrachait les molaires. C'était horrible à voir. Alors, vous Marrakech, Rabat et ensuite Lyon. Et ensuite Lyon, ouais, ça c'était un sacré décrochage. C'est-à-dire que arriver du Maroc à Lyon en octobre,
dans une ville qui était encore, vous savez, elle n'était pas encore ravalée, donc c'était tout gris, c'était de la dentelle noire, cette ville. C'était vraiment étrange, avec un manteau qui tenait pas la route. C'était bizarre. Mais en même temps, la chanson, la poésie, vous l'aviez découvert grâce à votre père, je crois, Safo. Voilà, mon père chantait, puis il était extrêmement drôle en plus, quelqu'un d'extrêmement drôle, et qui chantait merveilleusement. Mais pour moi, c'était lui le chanteur. Et puis bon, il est mort très très tôt, et puis donc ça m'a autorisé à le faire. Sinon, je pense que j'aurais été sans doute retenue de chanter. Oui, mais en même temps, vous écoutiez la radio, vous aviez envie de mélanger toutes les cultures. C'est-à-dire que au Maroc, on avait tout. On avait à la fois James Brown, on avait Ella Fitzgerald, mais on avait Jacques Brel, on avait toutes les cultures. Et puis la musique du Maroc. Enfin, et j'ai toujours entendu toutes sortes de choses. Et donc, je me suis dit, c'est idiot de m'amputer d'une de mes cultures ou d'un territoire de ma mémoire. J'ai eu envie de faire une espèce de fusion. Et on me regardait bizarrement au début, je peux vous dire. Ouais. Mais ce qui était bizarre aussi, c'est votre première chanson dans un chœur. Approche les mains. Mon Dieu, ça c'était pour le loyer, hein. C'était pour gagner le loyer. Car la chenille de avant la Basile, vous êtes dedans. Ah oui, mais alors je me cachais, j'avais honte. J'avais des cheveux longs, je me cachais derrière mes cheveux. Vous étiez arrivé comment là-dedans? Oh, bah, c'est parce que par des copines encore une fois, c'était pour gagner mon loyer. Je veux dire, j'adhérais pas beaucoup, hein. J'adhérais pas vraiment, quoi. Mais bon, c'était rigolo. Et c'est des gens très sympas. Puis ça a été un immense succès. Ah oui. Et l'idée est venue pour qu'il y ait un mouvement sur la scène faisant l'ondulation de l'insecte. Oui. Et ils ont pensé à ça et ça a été hallucinant. Ah non, ça marchait du feu de Dieu. Je vous dis, j'étais obligée de me cacher derrière mes cheveux quand on faisait des télés. J'avais honte. C'était très drôle. Il y avait Julie Pietri aussi qui Il débutait. y avait Julie Pietri. Il y a eu beaucoup de Il y gens. avait des gens très sympathiques, vraiment très sympas. Mais la chenille, il y a eu le 2 juin 2023, durant l'Armada de Rouen, un certain Vincent Piguet qui a participé au record de la plus grande chenille. Et il a battu ce record à Lille avec 4600 participants. Mon Dieu. Une chenille géante. Ça a marché. Alors finalement, il y a eu aussi une autre chose étonnante avec vous, avant toutes ces chansons, c'est celle-ci. Oui, ça c'était Le groupe Odeur. le groupe Odeur qui me propose de chanter Dominique Nic en disco. Oui. Et ils étaient extrêmement drôles. Ah oui, tout ça, le truc décalé, oui, je me suis bien marré. Ramon Pipin avait fondé Au Bonheur des Dames Voilà. et Odeur. Voilà. Et sur scène, moi je me souviens de l'Olympia, il y avait des spectateurs qui montaient sur scène à qui il offrait à dîner pendant le spectacle. Oui, c'est ça. Ah non, mais il était bien fou et il était très drôle. Il avait fait aussi un truc, je crois que c'était I Wanna Hold Your Hand des Beatles, avec des bottes, des bruits de bottes. I Wanna Hold Your Hand, comme un chant nazi. C'était très drôle. Alors, vous passez à un autre genre, donc avec les cours d'Antoine Vitesse, parce que ça n'a rien Oui. à voir, Safo. Non, alors ça, c'était même avant tout ça. Enfin, Antoine Vitesse, c'était avant, parce que j'ai commencé à faire du théâtre. J'avais passé mon concours de la Rue Blanche, et puis ensuite le conservatoire, et j'avais eu le premier tour et pas le second, et j'avais alpagué Antoine Vitesse, et je lui avais dit, mais alors, comment ça se fait que j'ai pas eu le second tour? Il m'a dit, mais moi, je vous ai bien aimé, venez à mon cours, et je suis venu, et j'ai suivi son cours. C'était un immense personnage. Oui, il a été administrateur de Chaillot, de la Comédie Française, et surtout, on ne sait pas beaucoup, qu'il a débuté comme secrétaire particulier de Louis Aragon. Ah oui. Oui, et il a participé à l'écriture du volume de l'histoire parallèle des USA et de l'URSS. Oui, c'est un homme brillant, cultivé, et qui avait aussi une façon de voir, de mettre en scène un rapport au théâtre vraiment singulier. J'étais très intéressant pour moi. Et en même temps, pourquoi le théâtre? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers le théâtre, Safo? De toute façon, j'avais un côté clown. Hein, et mon père était extrêmement drôle. Mais je vous dis, c'était la radio. Ça a commencé par Radio Maroc. Oui, mais ensuite, il faut bien venir. Bon, il y a eu un tour en Suisse, je crois, une pension en Suisse. Oui, j'étais dans un pensionnat en Suisse. Oui, parce que je m'entendais pas beaucoup avec ma maman, et donc le seul moyen de partir sans choquer tout le monde, c'était d'être dans un pensionnat. J'avais une tante à Genève qui m'a emmené à Lausanne, et j'étais dans un pensionnat en Suisse. Et là, j'allais à la fac en Suisse. Encore un accent. Oui. Mais ensuite, venir à Paris pour suivre des cours, pour entrer au conservatoire, c'est pas évident.
Et oui, bah, j'aimais beaucoup le théâtre parce que, je vous dis, à Radio Maroc, on faisait des petites pièces. Et donc, j'avais eu ce goût-là tout de suite. Et puis, j'aimais les textes. Et je pense que le théâtre aussi, c'est un amour du texte, des pièces françaises. Là aussi, c'est un rapport charnel au texte de la littérature française. Et ça, c'était extrêmement important, je pense. Oui, mais en même temps, est-ce que cette envie de chanter, de faire de la comédie, il fallait choisir au départ, non? Parce que vous avez toujours tout fait. Écoutez, c'est très étrange, en fait. Je vous dis encore une fois, pour moi, c'était de l'écriture. Alors, à un moment donné, au théâtre, je me suis ennuyée parce que c'était pas moi l'auteur, forcément. Et puis qu'il fallait être... on était tributaire d'un metteur en scène, d'un texte, d'être bien avec d'autres acteurs. C'était très lourd. Et puis, j'écrivais assez, toujours, des petits textes comme ça. Mon frère me dit, une fille, ça peut pas jouer de la guitare. J'agrippe aussitôt une guitare. Bah, voyons. Et avec la méthode Beucher, j'apprends à jouer de la guitare. Et donc, en fait, tout à coup, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas mettre de la musique sur mes petits textes. Et je me suis dit, finalement, faire de la chanson, c'est génial. On est son propre metteur en scène, son propre auteur. On est indépendant. Ça existe. Une chanson, ça existe même tout seul. On peut chanter dans sa salle de bain. Ça a une existence. Alors que quand on est comédien, encore une fois, on est dans l'attente, quoi. C'est très dur d'être comédien, d'ailleurs. J'admire les comédiens, vraiment. Et en même temps, la musique, vous l'aviez découverte en écoutant la radio au Maroc, Safo. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais aussi, je vous dis, au-dessus de cette place où la musique était là tout le temps. Il y avait de la musique vivante aussi tout le temps. Oui, il y avait des rythmes africains, égyptiens, il y avait tout. Il y avait absolument tout là. Et bien sûr, la radio française, qui était extrêmement importante. Le Maroc n'était pas un pays touristique à l'époque. Ah, ça l'était déjà, vous savez. Pas autant qu'aujourd'hui. Non, pas autant qu'aujourd'hui. Mais je me rappelle très bien d'avoir entendu de l'anglais parce que mes premiers mots d'anglais, c'était une touriste anglaise qui disait « Have you seen the walls ?» Vous avez vu les murs de Marrakech. Vous regrettez cette époque-là? Vous regrettez Marrakech? Ah, c'est quelque chose qui reste en moi. C'est-à-dire que pour moi, Marrakech, quand j'y vais, c'est matriciel. Et ça me manque. Hein. J'y vais moins depuis quelque temps. Mais c'est une chose très forte. Les odeurs, les couleurs, le rapport à la musique, le rapport aussi au corps. Vous savez qu'on se touche au Maroc amicalement. Et en France, il y a une espèce de, vous savez, de petites zones interdites autour du corps des autres. Ça se fait pas de toucher l'autre. Et je pense que ça donne une autre relation, je pense, au monde. Voilà, et votre parcours a continué et on va continuer à en parler avec une autre date, le 27 mai 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Safo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Safo. On a parlé de vos débuts très variés entre le Maroc, la Suisse et la bande à Basile et le petit conservatoire. Et là, une autre date importante, c'est le 27 mai 1980. C'est un numéro 1 des Carpentiers. Oui, en effet. Et vous interprétez cette chanson. Jeannesse. Depardieu. Alors, vous avez été annoncé par Gérard Depardieu en rocker. Exactement, c'est lui qui m'a proposé et ils m'ont accepté. J'étais pas tout à fait leur tasse de thé, mais quoi qu'ils étaient très ouverts, les Carpentiers. Et oui, c'était un joli moment. Et Gérard Depardieu avait dit ça faut le faire. Alors, il se trouve que vous êtes là sous le nom de Safo, puis de Bergamote, alors que votre vrai prénom est Daniel. Vous ne pouvez pas. J'aime pas ce prénom du tout. Oui, c'est pour ça que vous avez changé. Pas seulement, non, mais en plus, moi j'ai un prénom juif qui est très joli, c'est Donna Esther. Mais mes parents, vous savez, c'était la guerre, après l'après-guerre, ils avaient peur pour nous, donc nos prénoms juifs n'ont pas été consignés sur nos papiers. Et j'en suis bien marrée, parce que ça peut s'arranger aujourd'hui, non? Je crains que non. Alors donc, vous êtes Safo. Comment Safo au départ, c'est une poétesse de l'Antiquité. Comment est venue cette idée de prendre ce pseudo? Alors c'est encore un gag. C'est à ma première année de fac, j'ai fait plein de
d'exposer pour me faire bien voir et rien faire après, sur l'ennui, sur Rimbaud. Alors c'était très romantique et du coup très romanesque aussi. Et du coup j'avais plein d'amis garçons et ils me reprochaient de faire fuir les filles. Alors j'en draguais pour eux, mais ça marchait pas du tout. Mais ils m'ont appelé comme Sappho, la poétesse grecque, et qui était connue pour ses penchants, dit saphiques d'ailleurs. Ouais. Et puis mais j'étais pas spécialement saphique, mais bon, je me suis dit, je suis pas une minorité près, et j'aimais bien, je trouvais que ce nom était très beau, et que c'était une des premières femmes de lettres, et encore une fois, j'avais envie d'écrire secrètement, donc je l'ai pris, je l'ai assumé. Alors, cette chanson, Janis, dans ce numéro 1, on vous voit chanter entrecoupé par des photos de Janis Joplin. Oui, sûrement, je me souviens pas, vous savez. Mais elle vous a marqué quand même, Janis. Ah ben bien sûr, Janis Joplin, c'était une chanteuse qui avait cette espèce de voix qui ressemblait à un orage, quoi, qui chantait comme encore une fois, comme une tempête, quoi. Et c'était émouvant et fort. Et d'ailleurs, elle s'est brûlée totalement. Mais voilà, c'était une grande figure du rock. Oui, et curieusement, elle a eu une carrière trop courte, hélas, Bien et on sûr. sait pourquoi. Mais avant, elle était vraiment une élève presque dissidente. Et quand elle venait, elle se faisait malmener au Texas. Au lycée, on l'appelait la cochonne, le monstre. Et à l'université d'Austin, elle a été élue garçon le plus laid du campus. Et il y a... elle a Alors très mal pris. qu'elle avait une certaine beauté, en fait. Exactement. Alors C'est étonnant. Mais oui. Et ça, c'est une forme de musique que vous avez aimée tout de suite. Ce que j'ai aimé, là, en l'occurrence, c'était pas tant ce rock, c'était surtout la chanteuse, la voix de la chanteuse, le côté un peu, elle avait une voix un peu de black, elle avait une voix de noire, en fait, de chanteuse africaine. Et puis, le côté déchiré, abandonné, voilà, elle était émouvante. Moi, je suis pas du tout, je suis très, 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 comment dire, je suis pas absolument sectaire en musique, je peux écouter toutes sortes de musique, j'aime la musique quand elle est bonne, quelle qu'elle soit. Vraiment, je suis sensible à toutes les musiques. Et cette femme-là, elle me touchait. Il y a peut-être une musique que vous n'appréciez pas vraiment, c'est celle de votre premier disque. Ah, mais ça, c'était... Je suis le barrière du cinéma Mes yeux. La perfectionniste que vous êtes, Sappho, n'aime pas ce disque parce qu'il n'était pas abouti. Non, alors, si vous voulez, je revendique les textes qui sont pas trop mauvais et tout, mais musicalement, c'était pas mes choix. C'était bon, mais c'est pas nul, hein, mais c'était pas mes choix. Alors, il se trouve que le Cinéma Rex, on l'a un peu oublié, il a été créé par Jacques Haïk, qui était le propriétaire de l'Olympia dans les années 30 et qui a fait la plus grande salle de Paris et qui est restée aujourd'hui la plus grande salle de Paris, l'année dernière. Non, mais c'était légendaire, effectivement. Et ça vous touchait Ah ben, toutes les légendes, tout ça me touche infiniment, bien sûr, bien sûr. Sur la pochette, vous avez de longs cheveux gris. Oui, alors là, c'était une folie. J'ai mis de la poudre sur les cheveux. Enfin, c'était n'importe quoi. Alors, vous avez aussi vécu à New York, où vous avez été journaliste pour Actuel, ça n'a rien à voir. Alors, en fait, c'est pas journaliste est un bien grand mot. J'avais fait donc ce disque et j'avais rencontré Bizot, qui était le patron d'Actuel. Jean-François Bizot, Jean-François, oui. voilà. Et qui, écoutant mon disque, me dit « Tout n'est pas nul dans ce disque, je vais t'envoyer, tu vas faire un papier sur le rock à New York. » J'ai dit « Ah ouais, volontiers. » Et je suis allé là, avec vraiment dans toute ingénuité, puis je me suis dit, il faut absolument que je chante ici, et j'ai alpagué un musicien qui avait l'air moins effrayant que les autres, parce qu'ils étaient tous punk, effrayants, un peu décalés, un peu drogués. Moi, j'étais pas très drogué, je consommais que de la poudre de riz, hein, et donc, je vois quelqu'un qui avait un peu d'humour, et je lui donne mon disque, je lui dis, je suis French journalist, il était un peu effrayé, je suis une journaliste française, est-ce que vous joueriez avec moi? Il me dit, ok, il me rappelle, il me dit, oui, voilà, j'ai un quelqu'un, c'est le batteur de Television, qui était un groupe très connu. Mais comme j'étais ignare, ça m'impressionnait pas du tout. Ce qui fait que je les ai un peu traités comme ça à l'emporte-pièce. Et on a fait un concert qui a très, très, très bien marché, qui a fait qu'on a eu envie de refaire et de revenir à New York. Et en même temps, de tous ces souvenirs, vous avez tiré un livre qui vous a valu la gloire littéraire, votre première gloire littéraire. 23 avril 1900.
1982, vous êtes dans Apostrophe Ouais. pour ce livre. Vous êtes avec Daniel Cohn-Bendit et Jean Eternalier et Paul Oui. Guth. C'était une émission mémorable. Je conseille aux gens qui veulent se rigoler de la voir parce que c'était hallucinant. Enfin bon, je peux raconter les coulisses de cette émission. Jean Eternalier me convoque et me demande si j'aime la littérature française. Parce que, me dit-il, il va y avoir Cohn-Bendit, un vieillard 68 heures attardé, et Paul Guth, un vieillard sénile. Alors, moi, je fais l'idiote, je fais la roqueuse idiote, je réponds par monosyllabe. Et puis ensuite, j'appelle Cohn-Bendit et je lui dis, sache que, il a dit que... me dit Cohn-Bendit, j'ai mangé un gâteau de shit, on va bien rigoler. Et l'émission était incroyable. De telle sorte qu'il était si fâché, Jean Edern, qu'il s'est fait enlever. Il a organisé un faux enlèvement. Ah oui, alors ça, le lendemain de l'émission, il C'est m'appelle ça. à 7h30. Oui. Il me dit, est-ce que tu m'as trouvé bon? Je dis oui. Non, j'étais très mauvais, je prépare un coup. Et l'après-midi, on apprend qu'il a été enlevé. Exact. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la fin de l'histoire, parce que il est revenu 15 jours plus tard, avec des vêtements propres, c'est pas un problème. Mais surtout, il aurait été libéré dans un quartier qui venait d'être cerné par la police pour un braquage. Voilà, Donc c'était impossible. Il était totalement fou. Ah mais il était fou, Ali. C'est le cas de le dire. Et Paul Guth, au milieu de tout ça, était charmant. Il faut voir que Paul Guth s'est présenté 12 fois à l'Académie française, Oui. n'a jamais été élu, Oui. mais il s'est tellement présenté qu'on a l'impression qu'il est Qu'il académicien. était, oui. Qu'il en était, oui. Voilà. Mais il était charmant, il était très doux, adorable, quoi. C'était quelque chose. Mais ce livre, c'était vraiment votre premier livre votre Ah oui, c'était mon tout premier livre et c'était un livre que j'ai écrit à New York parce que la langue française me manquait tellement que c'était mon seul moyen aussi c'était un exutoire et en fait, c'était une sorte de journal sur la scène new-yorkaise, la scène de rock new-yorkaise et parisienne et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé et puis ça a été publié au bout de 2 ans en fait, voilà, Oui, mais chez Ramsay. Alors vous retrouvez chez Pivot, c'était inattendu. Ah oui, totalement. Je pensais pas du tout que je suis. Et encore une fois, mais en même temps, alors j'ai absolument pas compris l'enjeu de Pivot. Moi, je me sentais comme dans un salon, je parlais comme ça. Et j'ai mal compris qu'on vendait pas son disque comme ça. Au deuxième Pivot, j'ai tout compris. J'ai fait comme il fallait. Voilà. mais finalement, être chanteuse, écrivain et passer chez Pivot, c'était un privilège rare. Ah oui, absolument, mais je me rendais pas, je mesurais pas, hein, mais oui, et j'étais ravie. De toute façon, je vous dis, pour moi, l'écriture était majeure, donc j'étais ravie d'être là, hein, d'autant plus. Et nous sommes ravis d'être là avec vous pour évoquer une autre date, le 31 mai 1992. À tout de suite sur Sud Radio avec Sappho. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Sappho, mon invité. Nous parlerons tout à l'heure de ce concert au New Morning qui sort en album. Et le 31 mai 1992, c'est un spectacle souvenir sur cet artiste. L'hommage à... Oul Kamsoum, star légendaire, princesse de l'Orient, lumière de l'Orient, vous lui avez consacré un spectacle qui était un pari au départ, Sappho. C'était une folie. Une de plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais chanté Kalsoum, j'aimais beaucoup. Il y avait une chanson que j'aimais précisément à cause du texte, encore une fois, qui était très beau, qui disait, je vous traduirai après. Et puis j'étais comme ça au Maroc, chez une princesse. Et puis elle me dit, ah, vous allez nous chanter avec l'orchestre de la radio. Vous êtes sûr, vous êtes sûr. Bon, et donc je suis coincé, je chante très mal ce truc. Là-dessus, mon producteur qui était là, il prend la bande, il va chez Gérard Violette, directeur du théâtre de la ville, et lui dit, est-ce que vous programmeriez ça? Et il lui dit, dans un an. Et il me dit, tu es programmé dans un an avec Kalsoum au théâtre de la ville. Je fais quoi? Et là, il a fallu décider. Et puis, j'ai eu un chef d'orchestre, Elie Ashkar, qui me dit, tu sais, Sappho, c'est un esprit. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alors, je lui dis, écoute, Elie, on fait 5 répétitions, et puis on va voir si ça vient. Au bout de la 3e répétition, je dis, alors Elie, ça vient? Il me dit, non seulement ça vient, mais c'est venu. Et voilà, et comme ça, on a fait cette folie.
Voilà. Je crois qu'il y avait un de ses poèmes qui s'appelait Les ruines, El Attal. C'est ça. C'est ça, c'est celui-là. C'est ce poème-là, c'est Ibrahim Nagui, l'auteur, et qui dit Serre-moi et bois aux ruines de notre amour. Comment se fait-il que notre amour ne soit devenu que rumeur et qu'une histoire parmi les autres histoires? Le problème, c'est qu'il faisait 1h30 au départ, ce texte. Alors oui, c'est comme il y a cette anecdote du patron de l'Olympia qui dit Kalsoum vient chanter, mais elle veut chanter que 2 chansons. Et en fait, 2 chansons, c'était 3h30. Donc oui. Mais vous avez réduit, je crois, de 45 minutes. Ah non, ça faisait... Oui, enfin, j'ai un peu réduit, c'est-à-dire qu'au lieu de répéter les choses, j'ai fait la chanson dans son entièreté, mais sans répéter tout à fait, quoi. On ne peut pas imaginer aujourd'hui ce qu'était la ferveur autour de Kalsoum. Ces concerts duraient 5 heures, je crois. C'est énormément, et elle est encore une figure énorme. Et je pense que mon public arabe, en tout cas, me connaît sur cette histoire-là, sur cette aventure d'avoir rendu hommage à Kalsoum. Ils connaissent pas toujours tout ce que je fais, mais ça, ils le savent. Voilà. C'est important, quoi. D'autant plus que je crois Kalsoum, le jour de ses funérailles, il y a eu 3 millions de personnes qui ont suivi son... Il y avait plus de monde que pour Nasser. C'est fou, hein. Et je crois qu'il y a eu à l'Opéra du Caire en 2020 un concert hologramme avec Kalsoum qui a fait un tabac. Ah mais c'est sûr. Enfin, même moi qui n'étais qu'une interprète, au Théâtre de la Ville, il y avait les places se vendaient au marché noir devant le théâtre. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et certains vous avez reproché d'ailleurs de toucher à un mythe intouchable. Ah oui, au début, ils étaient venus avec leur mitraillette, leur mitrailleuse, comme toujours. Et puis, finalement, ça s'est bien passé. Et surtout, d'ailleurs, dans les pays arabes, ça s'est très, très, très bien passé. En France, il y avait cette méfiance, est-ce que j'aurais été une imposture ou quelque chose comme ça. Mais en fait, pas du tout. J'ai eu vraiment une réception adorable, en fait. Ils étaient même touchés, parce que j'ai fait avec beaucoup. J'ai pas du tout voulu faire comment dire, du sous Kalsoum. J'ai tout de suite présenté ça comme une petite pièce de théâtre, comme un petit opéra, avec un décor, avec une histoire, un messager qui apporte une lettre, la lettre d'amour, et que je traduis, et puis avec des déplacements. Donc c'était pas une reprise juste pure et simple de la chanson. Mais on en parle encore d'ailleurs dans les pays arabes de votre interprétation. Oui. C'est vrai que les gens ont été reconnaissants aussi. Alors, je crois que ce poème était dans un album qui s'appelait La traversée du désir. Vous avez enregistré à Rabat, à Berlin et à Lille. Oui, bah oui. C'est bizarre quand même. Oui, parce que j'avais un ingé son allemand, et donc il est venu à Rabat, et il était désorienté. Parce que, à un moment donné, il y avait un percu marocain qui chauffe son ampoule, qui chauffe sa percu avec une ampoule. Ça fait péter le système. Il dit What's that? I never saw that in my life. Et puis d'autres anecdotes comme ça. On enregistre et il y a un monsieur, alors que il y a marqué enregistré, il y a un monsieur avec un grand tuyau et un bleu de travail qui passe nonchalamment et qui fait devant tout le monde. I never saw that in my life. Je vous dis, Andy, calmez-vous, Andy, on va vous emmener boire du thé et tout ça. Et puis, il s'y est fait, bon. Oui, on a fait ça. Alors, il se trouve aussi que dans cet album, il y avait une reprise de Parlez-moi d'amour qui était une pub pour Kenzo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que Kenzo m'avait demandé de chanter pour leur pub Parlez-moi d'amour. J'adore cette chanson. J'ai dit oui avec joie. Donc, mais on ne voyait pas, hein, c'est vocal. Et comme c'était... j'ai trouvé ça charmant, donc je l'ai gardé dans mon disque. C'est que cette chanson, en fait, Lucienne Boyer était allée écouter des chansons. Dans la pièce d'à côté, il y avait quelqu'un qui chantait Parlez-moi d'amour, qui devait l'enregistrer. Elle a trouvé ça formidable. Elle dit, je veux la chanson. Elle l'a récupérée. Et résultat, cette chanson a eu un succès mondial. Et aux États-Unis, elle défilait sur la 5e avenue comme un président. Ah mais ça ne m'étonne pas. Mais ça m'étonne pas. Et c'est une chanson ravissante, c'est vrai, irrésistible. Alors, il y a aussi quelque chose d'important dans votre vie, dans les instruments arabes, c'est le kanoun. Oui.
ça aussi, vous avez pris des cours de... Ah avec- non. Alors là, Non, là, c'est quelqu'un qui a déliré. En fait, il y a un joueur de Canoun et qui s'appelait Eli Ashkar. C'est lui qui m'a donné des Voilà. cours, mais pour le chant. Hein, Pour le chant. Voilà. Oui, voilà. Vous n'avez pas tout à fait Non, tort. c'est à peu près exact. Et puis, alors, ça a continué cette aventure avec un concert au Bataclan et surtout à Jérusalem. Et Ah faire oui. un concert à Jérusalem, pour vous, c'était le sommet de la gloire et du Ben, bonheur. c'est-à-dire, c'était très militant. Je militais pour la paix toujours parce que j'ai vécu dans un monde arabe étant juive. Et pour moi, j'ai toujours vu des gens, des juifs, des musulmans, des chrétiens vivre ensemble, etc. Et ça me semblait tellement fou cette guerre, et ça me semble encore impossible, que j'ai beaucoup chanté des deux côtés de la guerre, toujours systématiquement. J'ai demandé à chanter des deux côtés de la guerre, et notamment Kalsoum. Et c'était, je me souviens qu'il y avait dans les murs, il y avait des gens qui avaient écrit sur les murs Kalsoum is back. Mais vous avez même fait un manifeste, publié un manifeste, un très Proche-Orient. Oui. J'ai demandé à des tas d'auteurs, aussi bien de Palestiniens, Israéliens, mais aussi Français, Européens, Américains, d'écrire sur la guerre, mais d'un point de vue de leur subjectivité, pas une déclaration, mais dire qu'est-ce que c'est pour eux, en espérant que les surdités se défassent, quoi. Mais vous avez aussi réussi une performance, ça faut, c'est-à-dire présenter à Bagdad et à Nazareth ce manifeste. Ah oui. Alors, et j'ai chanté à Bagdad, c'était drôle. Quand je suis allé, ça aussi c'est une expérience. Quand je suis arrivé à Bagdad, on m'a dit vous pouvez pas chanter dans le théâtre, vous devez chanter parce que Saddam Hussein fait sa pièce de théâtre dans ce théâtre. Et puis, enfin, tout était très comique. Et il y a une dame qui me dit alors vous allez chanter Kalsoum en français? Je dis non, je vais chanter. Il va y avoir un concert en français et un concert en arabe. Ah d'accord et tout. Non mais c'était une expérience. Oui, et alors ça c'est le répertoire que vous aimez, mais il y a aussi d'autres répertoires que vous affectionnez, et cette chanson en particulier. Ta main, c'est elle, Là, c'est de moi ça. cette serre, ce poulpe, oiseau, la coque. Voilà, ça c'est une chanson signée Sappho. Voilà. Et elle vous touche. C'est du jardin andalou, ça. Voilà. C'est-à-dire que c'était une façon d'explorer la musique arabo-andalouse. Voilà, c'est-à-dire que c'était l'époque de la mode du techno, mais alors comme techno comme des marteaux-piqueurs, vous voyez. Oui. Bam, bam. Et moi, justement, ça m'a tellement énervé que j'ai dit bon, on fait que de l'acoustique. Et j'avais réuni des musiciens autour d'un couscous. Et je leur avais dit, alors il y avait des musiciens occidentaux, hispanos, arabes. On va faire un disque ensemble qui va s'appeler Le Jardin Andalou. Et on l'a fait, et ça a donné ce disque-là, quoi. Et une tournée au Moyen-Orient, et vous avez même chanté à Gaza. Ah oui, c'est absolument. C'est un grand souvenir. Je me souviens que c'était très très émouvant. C'est quand même très douloureux de voir. Mais bon, c'était très émouvant. Et je me souviens que quand j'ai commencé à chanter, les gens m'ont envoyé des œillets. On leur avait donné des œillets. Et quand il n'y en avait plus, ils étaient montés sur scène et ils effeuillaient les œillets. C'était insensé. C'était... C'est fou, hein. Ah ouais, c'était un moment très fort, très, très, très fort pour moi, oui. Et puis il y a une rencontre aussi qui vous a marqué, Sappho, c'est celle-ci. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et on oublie la voix. Chanson de Léo Ferré qui a permis à Dalida de changer de répertoire et de style contre l'avis de Bruno Coquatrix qui dit ça marchera jamais. Ça a quand même bien Évidemment. marché. Et vous avez fait cette chanson en hommage à Léo Ferré et rencontré Léo Ferré, Sappho. En fait, j'ai rencontré Léo Ferré d'abord il y avait un festival où on lui rendait hommage et c'était très 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 émouvant parce que j'avais chanté C'est ainsi que les hommes vivent et il m'avait mis un poing dans le ventre en me disant t'es fort toi. Et bon, et après à sa mort, j'ai eu envie longtemps après, j'ai eu envie de faire un disque hommage et j'ai choisi de faire un Ferré flamenco parce que je trouvais que ça marchait bien, la musique espagnole avec lui, avec son tempérament, même s'il n'était pas du tout espagnol, mais ça fonctionnait. Et voilà, on a fait ce disque-là. C'est un personnage incroyable. Ah, lui, alors oui. Qui mâchait pas ses mots quand il vous Ah parlait. non, il était drôle, il me faisait rire.
Non, non, mais à tous égards. Alors, il était un petit peu jaloux de Moustaki, parce que Moustaki était un don Juan. Il y avait des tas d'odalisques autour de Moustaki. Alors, il me disait, oh, s'il n'y avait pas madame qui était là, ben, je les tomberais toutes. Je dis, alors, et l'Italie, vous aimez ça? Il me dit, non, les Italiens sont trop italiens. Voilà. Et il a vécu en Italie. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un d'autre aussi à qui vous avez voulu rendre hommage. Dis, quand reviendras-tu? Ben oui. Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Le tu, c'est Hubert Ballet, qui était un ambassadeur en Côte d'Ivoire, qu'il avait vu à Paris, qu'il est tombé amoureux. Elle est allée le voir en Côte d'Ivoire, mais elle n'a pas supporté le soleil et elle est rentrée. Voilà. Oh, mais Barbara, elle est pour moi, je pense que c'est une première rencontre dans ma vie d'adolescente. C'est-à-dire que cette voix-là m'a prise immédiatement et je me suis interrogée après et je me suis dit, je pense que c'était parce que c'était une des premières femmes auteurs-compositeurs. C'est-à-dire on sentait l'auteur, on sentait celle qui... Et puis c'était son univers, il n'y en avait pas d'autres semblables. Il y avait quelque chose qui vous attrapait, et c'était cette espèce d'immense sincérité. Enfin, et donc, elle a été extrêmement importante dans ma vie. Je l'ai rencontrée après. J'étais très émue. Elle m'a envoyé un télégramme à mon premier Bataclan. J'étais inconnue au bataillon, en disant « Vous existez très fort avec vous, Barbara ». Alors là, j'ai failli m'évanouir. Et puis, non, mais c'était quelqu'un qui a compté dans ma vie et dans la vie de beaucoup de gens, je crois. Vous êtes habillée en noir, comme elle. Oui, comme toutes les chanteuses, je pense. Vous savez, les chanteuses réalistes aussi étaient en noir. Je pense que c'est parce que, en tout cas, moi, je sais que sur scène, j'ai pas envie qu'on s'attarde sur les détails de mon costume, etc., mais que ce soit un geste et que ce soit une écriture, l'écriture du corps, et que ce soit comme un signe écrit. Donc, c'est pour ça, je crois, que j'ai conservé ce noir sur scène. Voilà. Et maintenant, on va évoquer tout à l'heure un moment haut en couleur à la date du 21 septembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Safo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Safo. On a parlé de votre parcours, de vos musiques différentes, de votre vie si particulière. Et le 21 septembre 2024 sort le live du New Morning, qui est un concert que vous avez donné au mois d'avril dernier et que vous avez voulu sortir en disque. Qu'est-ce que c'est que ce concert et pourquoi est-il sorti de cette façon? Alors, c'est le deuxième disque live que je fais dans ma vie. J'ai fait 20 albums, mais c'était parce que... D'abord, j'adore cette salle, le New Morning. C'est une salle magique qui est très chargée, où des gens comme Prince ou, je sais pas, des chanteurs, des jazzmen très, très connus ont joué là. Il y a un rapport entre la scène et la salle qui est très, très beau, qui est très chaleureux. Les gens qui sont là peuvent aller traîner, prendre un verre, mais s'ils sont pris, ils sont pris. Donc, ils sont pas sommés d'être là, d'être à côté. Et puis, c'est une maison où je me sens bien. La taulière ondulée, c'est-à-dire... la taulière, je l'appelle... La taulière, c'est la patronne, oui, que j'appelle la taulière ondulée parce qu'elle est pleine de boucles et d'ondulations. Et elle porte bien son nom. Et puis, le son aussi est magnifique. La fille qui fait le son, Claudia, c'est vraiment très bien. Donc... Et il y a une telle chaleur, j'ai eu envie de faire un live là. C'était peut-être la 4e ou la 5e fois que je faisais un New Morning. J'ai eu envie de ça. Et en fait, c'est grâce à Richard Baudouin qui s'occupe de moi, qui a eu l'énergie de faire venir de quoi enregistrer, etc. Quoi, donc. Mais je sais que c'était en plus un concert chargé. Et c'est pour ça que j'ai dit oui. Parce que j'aurais pu... ne pas accepter, mais je pense que ce concert était plein d'énergie et de précision, je crois. Et on va en écouter un extrait avec Tam Tam. Musica, tic-tac in my head. Tam-tam, départ dans le noir. Tam-tam, tic-tac, tic-tam. Percute pas sur le trottoir. Hey, hey. Là, il y a plusieurs univers dans une chanson, Safo. Et dans cette chanson, par exemple, on n'écoute pas forcément les textes, mais je dis Ramucho chante des sérénades dans le ciel andalou des dames, sourit sous l'oppression franquiste au fond de ma rêverie tam-tam. C'est-à-dire que je fais allusion à cette période sombre du nazisme, etc., avec un air un peu gai comme ça et sautillant, et pour dire qu'on essaie
en faisant de la musique, on essaie de rappeler ça et d'en sortir aussi. Alors, le dernier album, c'est 2022, avec un synthétique world rock qui a demandé des années de travail, je crois. Oui. Oh oui, on a beaucoup travaillé et bizarrement pendant le confinement, ça a été une occasion de travailler parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Donc on l'a travaillé avec finesse. On a vraiment pris soin de tout, quoi, du mix et de ce qu'on y faisait. Ouais. Et il y a des chansons de cet album dans l'album du New Morning. Absolument. Alors cet album, ça s'appelait Jam, Jalousie, Amour et Mort, et c'était inspiré d'un travail que vous avez commencé sur Othello 10 ans plus tôt. Exactement, c'est-à-dire qu'on nous avait demandé, Mehdi et moi, de faire une musique pour restaurer l'imaginaire mort, M-A-U-R-E, d'Othello, qui est The Moor of Venice, le mort de Venise. Et donc on a effectivement tenté, et ça tombait bien, le côté marocain, mais en même temps moderne, contemporain. On a fait ça, et puis il y avait une chanson, une ballade que chante Desdemone juste avant sa mort, avant qu'Othello la tue, parce que le jaloux Othello. Et c'est une ballade qui s'appelle The Willow Song, et on a mis en musique, alors, paroles de Shakespeare et musique de nous. Très, très orgueilleux. Et un rappeur au milieu de tout ça. Et, oui, alors le rappeur, c'était celui qui jouait Othello, ouais, Zizi la peste, oui. C'est assez original, un rappeur, pour jouer Othello. Ouais, ça, c'est la metteur en scène qui avait décidé. Oui, parce que vous l'avez joué au théâtre de Nanterre-Amandier. Exactement, aux Amandiers, mais aussi, aussi dans le sud, dans pas mal de villes. Oui, on a fait pas mal de tournées, oui. Oui, et c'est effectivement, vous touchez à tout, puisque passer d'un concert sur Kalsoum à un théâtre public, c'est très différent. Oui, mais c'est toujours du théâtre, en fait. Hein. C'est toujours du théâtre. Et après, c'est un texte qu'on sert, ou c'est son texte à soi, mais c'est toujours du théâtre. Alors, on raconte que Richard Burbage, qui est le créateur du rôle d'Othello, portait un maquillage noir. Et c'est pour ça que tous les acteurs anglais, jusqu'à Edmund Kahn, au XIXe siècle, sont devenus noirs. Mais oui, aujourd'hui, on peut avoir des vrais Africains qui n'ont pas besoin de se maquiller. Ils peuvent le faire nature. Othello, ça vous a fasciné? Ah, mais il y a l'Othello de Orson Welles, notamment. D'abord, Shakespeare, c'est génial. Shakespeare, c'est un génie pur. Par exemple, Iago, qui est le traître, il dit à un moment donné « Je ne suis pas ce que je suis ». Comment on peut, en une phrase, résumer la traîtrise ? Je ne suis pas ce que je suis. Mais Shakespeare est immense, donc moi les grands textes me fascinent et pour les servir, c'est une joie sans nom, absolument. Mais le film d'Othello, justement, Orson Welles y a laissé beaucoup d'argent parce que il est très compliqué, Orson Welles, quand il travaillait. Il y a eu 3 ans de tournage et il a utilisé la globalité de ses cachets pour Le Troisième Homme et Échec à Borgia pour financer cette adaptation. Mais c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est un chef-d'œuvre et qui évidemment n'a pas eu de succès au moment où il l'a sorti, forcément. Mais là, on le sait que c'est un chef-d'œuvre. Et j'ai rencontré Orson Welles un jour, on en a parlé, il était très triste de cet insuccès. Oui, c'est horrible. En fait, souvent, les artistes font des choses, quelquefois, où ils mettent tout leur cœur et ils ne sont pas toujours entendus tout de suite. Et après, on dit « Ah oui, c'était un chef-d'œuvre ». Mais c'est pas grave, parce que la chose est là. C'est ça qui est beau, c'est que ça lui survit et c'est magnifique. Et ce qui est là aussi, c'est cet album du New Morning avec cette autre chanson, Maï. L'odeur de la haine montait partout. On avait collé des étoiles sur les murs à Paris. Là, on l'entend pas bien parce que... Et la terre avait tremblé chez moi, fissuré la vieille. Là, on est dans un autre univers encore très différent de la première chanson. Là, ce qui s'est passé sur cette chanson-là, c'est une jolie histoire. C'est que ma maison à Marrakech, qui n'est pas ma maison, d'ailleurs, j'ai un bail amphithéotique, il y a eu un tremblement de terre, elle a été abîmée, et j'ai essayé d'avoir des subsides chez le gouverneur, etc. J'arrivais pas. J'étais chez mon ami Mahi Binbin, un peintre et un écrivain merveilleux, et qui, voyant la deuxième visite que j'étais complètement découragée, il m'a dit « Écoute, je vais te donner une toile, il est tricoté. Je te donne une toile, tu la vends aux enchères, et avec cet argent, tu vas pouvoir faire tes travaux. » Et c'est ce qui s'est passé. Mahi, son nom veut dire l'effaceur, et c'est un grand peintre. Voilà, c'est des gestes. Il y a qu'au Maroc, je pense, et il y a que Mahi aussi pour le faire. Ah, c'est très beau. En tout cas, ce qui est étonnant aussi avec vous, Safo, c'est votre passion, votre culture littéraire qui n'est plus si fréquente aujourd'hui, notamment chez les chanteuses. Vous avez un jour enregistré des textes de Baudelaire, de Rilke et de Lorca. Ça aussi, oui. C'est important pour vous.
Ça, oui, en fait, j'avais fait un spectacle, c'était 3 mois de travail, c'était un gros travail. Rilke, Michaud, Baudelaire, Lorca, et c'était à la Maison de la Poésie. C'était un grand plaisir, mais c'était un travail, hein, vraiment, parce que on avait fait quelque chose avec une pelote de fil qui se déroulait. C'était très rigoureux, là, je veux dire. Et donc, on avait 3 mois de travail, mais j'avais adoré. J'adore la littérature française. Je suis faite de cette littérature, et je ne serais pas qui je suis sans cette littérature. Et je pense que la langue est une patrie aussi. Mais même pas seulement la littérature française, la littérature en général. L'Iliade et l'Odyssée, par exemple, vous l'avez enregistré aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Toutes les littératures, bien sûr. Oui, oui, j'ai lu, on m'a demandé de le lire, et je lis avec plaisir tout ce qu'on veut que je lise, si c'est un bon texte. Et un bon texte aussi, c'est celui de cette chanson qui est tirée de l'album du New Morning, Kum Tara. Apprenez ça. Alors encore, c'est différent, ça. Alors cette chanson-là, c'est une chanson arabo-andalouse, Oui. qui dit une chose très jolie, qui dit viens voir les amandiers fleurir de tous côtés, toi qui nous sers à boire, et on boit du vin en langue arabe, toi qui sers à boire les nuits de jardin, profitons de la vie 1 heure au moins. Ça, ce sont des textes encore que vous avez trouvés et qui sont dans le répertoire arabo-andalou, et c'est une chanson que je trouve très très jolie et que j'avais envie de restituer, et qui fait partie de ma mémoire aussi. Voilà. Ce qui est étonnant avec vous, Safo, et on comprend en écoutant votre voix, c'est que vous avez aussi chanté l'opéra, notamment l'opéra de Katsu. Oui, alors bon, c'est pas tout à fait comme vous le savez. C'est l'Otelenia, disons la Jenny, le rôle Jenny, et n'est pas chanté sur un mode lyrique, c'est un mode parler-chanter, vous savez, sprechen gesund, comme ils disent en allemand. Et donc, je pouvais le faire. C'était à ma portée. Mais je peux chanter des choses lyriques, mais c'est pas la chose où j'excelle, en tout cas. Non, mais vous avez été aussi l'une des premières, Safo, à mélanger les rythmes traditionnels et les musiques d'aujourd'hui, les musiques électroniques. Ça, c'est sûr que quand j'ai commencé à faire ça, mon attaché de presse était consterné. Elle s'est dit, mais tu te rends compte, Et puis on me disait, nous on n'est pas racistes, mais les gens sont racistes. Vous pouvez pas faire ça. Finalement, ça a marché, les jeunes ont suivi. À la fin, pas tout de suite, ça a mis peut-être 3-4 ans, il y a eu le rail qui a aidé. Oui. Tout à coup, il y a eu la vague du rail, et c'est devenu une possibilité, la world music. Et puis, il y a aussi les Africains aussi qui étaient déjà là, grâce à Bizot, à Jean-François Bizot. Et d'après mes comptes, vous chantez en français, en arabe, en anglais, en espagnol, en hébreu. Oui. Vous avez appris toutes ces langues ? Ah oui, il y en a que j'ai appris. Oui, je les ai apprises, mais il y en a que j'ai entendu aussi enfant, comme l'arabe marocain. Bon, je l'ai entendu, donc je l'ai récupéré. J'avais oublié, je l'ai récupéré, mon arabe marocain. Voilà, c'est des langues que j'ai appris. Puis, vous savez, l'arabe est une langue très difficile à prononcer, et si on sait prononcer l'arabe, on peut prononcer absolument tout ce qu'on veut. C'est vrai, c'est le grec, toutes ces sons un peu compliqués. Voilà, c'est jouable. Encore une chanson de cet album live du New Morning, Willow. Oh, silvery willow must be my God. Là, c'est en anglais. Let nobody blame him. His Justement, une chanson en anglais. Ah oui, mais j'adore l'anglais. Hein. Je trouve que c'est une très très belle langue aussi. Hein. Et voilà, ça c'était The Willow Song, c'était Shakespeare. Encore une fois, Othello. Mais là, ce concert, il a existé. Vous continuez à aller dans tous les sens. Quels sont vos nouveaux projets pour l'avenir ? Il y a encore des tas d'univers que vous n'avez pas explorés ? Non, à chaque fois, vous savez, c'est une aventure où j'essaie de convoquer comme ça tous les territoires de ma mémoire, et ça peut être celui-ci ou celui-là, ou ça peut être une rencontre musicale, peu importe. Et j'aime bien faire ces fusions, mais c'est des aventures. Là, par exemple, le prochain disque que j'ai en tête va s'appeler Le Patio, et dans ce patio, il va y avoir des musiciens. Je vais faire une base franco-française, enfin contemporaine, quoi. Et puis viendront des musiciens locaux au Maroc ou ailleurs, enfin, ou espagnols, enfin, viendront s'intégrer, entrer là-dedans. Et ce sera comme des soirées où on a des invités du monde.
Et vous continuez par passion, finalement. Mais oui, bien sûr. Je pourrais pas faire autrement. Et j'aime écrire aussi, très important pour moi, la poésie. J'écris de la poésie. J'écris des romans, mais j'écris de la poésie. Et qui est pour moi l'écriture la plus difficile. Et que j'ai tourné bien autour de toutes les écritures avant d'y aller. Et j'écris de la poésie. C'est important pour moi. C'est important pour nous aussi et pour celles et ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux. Et je leur recommande d'écouter cet album très varié, ce live du New Morning que vous avez enregistré avec amour comme tous les autres. Merci Jacques. Merci Sappho. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.